Sur la place de l'Indépendance, un renfort de l'armée malienne a pris position. Peu d'informations précises filtrent sur ces événements ce soir. Les communications téléphoniques sont en effet redevenues très difficiles en direction de Gao. Les tirs ont finalement baissé d'intensité. Aucun bilan des affrontements n'est disponible pour le moment. Les militaires maliens et nigériens qui ont entrepris des patrouilles mixtes dans la ville ne cachent pas leur inquiétude depuis les seconds attentats suicides samedi soir. Un kamikaze s'est fait exploser non loin du poste de contrôle de l'entrée nord de Gao. Selon les témoignages d'un habitant de la ville, des islamistes seraient arrivés par pirogue sur le fleuve. Ils auraient rejoint les postes de contrôle au nord de la ville où ils auraient visé les militaires maliens. Conséquence de ces nouvelles actes terroristes, les mesures de sécurité ont été renforcées aux 4 entrées principales de Gao. La route qui monte vers le nord en direction de Bourem et de Kidal a été fermée. Par ailleurs, des militaires français sont venus en renfort des militaires maliens pour assurer la sécurisation de ces secteurs. Loin de renoncer devant la poussée militaire, les islamistes ont bel et bien changé de stratégie et opté pour la guérilla, les attentats suicides. Comme on vous le disait à l'instant, la situation était tendue hier à Gao. Nous vous proposons à présent les témoignages d'un habitant de la cité des Askia que nous avons joint au téléphone hier. Il est au micro de Kissira Emmanuel Dambélé. La situation est tendue aujourd'hui à Gao, depuis hier soir d'ailleurs, à la rentrée de Gao en direction de Bourem. Il y a un kamikaze qui s'est fait exploser. Alors du coup, je crois que ça fait une petite panique et certains se sont infiltrés, alors par ce poste-là, d'autres se sont infiltrés par des pirogues ou des pinasses qui sont rentrés quand même en ville. Et depuis ce matin, alors on entend des tirs nourris alors en ville et les militaires sont à la poursuite des islamistes qui se sont infiltrés. Finalement, leur rentrée dans la ville n'a pas été inaperçue. Bon, la rentrée en ville, c'est une rentrée qui s'est effectuée surtout la nuit. Et c'est grâce à l'information des populations qui commencent à les dénoncer, qui ont alerté les forces militaires pour les faire comprendre qu'effectivement les islamistes sont rentrés en ville et depuis lors, ils sont à la poursuite de ces islamistes-là. Un communiqué est parvenu pour dire qu'à partir de maintenant, de nouvelles dispositions sont prises. Au niveau des radios, on a fait ce communiqué pour dire qu'à partir de maintenant, les piroguiers, les pinassiers sont interdits de voyager jusqu'à nouvel ordre. Et que pour ce soir, on demande après la prière du crépuscule qu'aucun habitant ne sorte de chez lui. On ne peut faire aucun bilan à l'heure actuelle parce que la situation elle est très difficile et les tirs sont dans les rues un peu partout. Il n'y a pas d'activité au moment où je vous parle. Tout le monde est rentré à la maison alors parce que la nuit est tombée déjà sur Gao. Alors chacun cherche un refuge parce que les hélicoptères qui sont en l'air s'apprêtent vraiment à rentrer en action pour des frappes. Cet élément a été donc réalisé hier. À présent, sur le terrain à Tombouctou, les islamistes, avant de quitter la ville, ont saccagé la mémoire du camp. Les documents militaires et administratifs ont été entièrement détruits. Dans leur fuite, ils ont laissé plusieurs armes et munitions. Le colonel Keba Sangaré, chef des opérations militaires de Tombouctou, a donné des consignes fermes quant à la vigilance de la population. Envoyés spéciaux, Chérif Moulay et Adama Djimde. Le camp militaire de Tombouctou. Après le passage des soi-disant musulmans, les archives, la mémoire de l'armée a volé en éclats. Des documents confidentiels, en passant par des factures et demandes d'engagement, ont été saccagés. Dans leur fuite, les djihadistes ont laissé sur place des armes de tout calibre. Le commandement a déjà une idée de la suite à donner à ces munitions. Toutes les catégories d'armes et de munitions en service dans notre armée, on a essayé de voir parce qu'il y a des spécialistes sur ça. Certaines armes étaient en existence dans nos forces armées de sécurité. Certaines armes n'ont jamais été utilisées par nos militaires. La composante génie de l'armée française est passée nous aider à faire le tri de ces armes et de ces munitions. Toutes les armes et les munitions que nous pouvons utiliser, nous allons les utiliser. Toutes les armes et les munitions qui s'avèrent dangereuses pour l'utilisateur, on a déjà pris contact avec le génie français pour venir nous aider à détruire ces armes. Il y a des canons de 37, il y a des canons de 20, il y a des lance-roquettes et il y a même des missiles. Le colonel Sangaré a invité la population à plus de vigilance par rapport aux éventuels engins explosifs disséminés à travers la ville. Le message a été bien saisi car les jeunes se sont déjà organisés dans ce sens.
Face aux allégations d'exaction qui pèsent sur les militaires maliens, le procureur de la République près la cour d'appel de Bamako, Daniel Amagouin Tessougué, apporte un démenti catégorique. Pour lui, les organisations de défense des droits de l'homme qui incriminent le Mali n'ont aucune preuve. Nous l'écoutons au micro de Sidiki Dambélé. Nous pensons que le premier mur de défense des droits humains, c'est quand même la justice. Quand vous regardez notre constitution, c'est très clair là-dessus. On dit que la justice est gardienne des principales libertés et droits de notre constitution, dont le droit à la vie. Et quand on parle de massacre, à l'heure où je vous parle, de nos investigations, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu massacre. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu exaction. Ce qu'on peut retenir, et là, dans tous les pays du monde, on sent ces effets-là. Pendant une année, des personnes ont subi toutes sortes d'oppressions du fait de certains individus qui ont été notoirement identifiés. Certainement qu'il y a eu quelques petites claques à ce niveau-là, certainement, je ne dis pas avec certitude, mais nous, notre point de vue, pour ceux qui accusent l'armée malienne, je crois qu'ils vont un peu trop loin. Nous n'avons aucune preuve d'exaction de notre armée nationale. Parce que nous l'avons dit ici avec énormément de fermeté, si cela devait se faire, bien sûr que la justice va passer. Et notre armée, nous pensons, a quand même acquis un professionnalisme. Je ne pense pas qu'ils puissent s'adonner à de telles exactions, surtout contre leurs compatriotes. Surtout contre leurs compatriotes. La preuve, c'est que ceux qui ont été arrêtés, les terroristes qu'on a montrés, arrêtés à Mopti, n'ont pas vu de traces de coups sur eux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de professionnalisme qu'on peut sentir au sein de notre force armée. Depuis l'appel à la solidarité lancé par le président de la République par intérim en faveur des forces armées de sécurité, les contributions ne faiblissent pas. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Tiana Koulibaly, salue cet élan de générosité des Maliens et rassure que les dons en espèces et en nature seront judicieusement utilisés au profit de l'armée et des victimes de guerre. Il l'a dit au micro de Souleymane Kenza Sidibé. Aujourd'hui, nous disposons de ressources ou de capacité d'obtention de ressources. C'est extraordinaire comme les Maliens se mobilisent à l'appel du président de la République. Aujourd'hui, la dernière fois qu'on avait fait le point, mercredi dernier, on était à 1,29 milliard. Chaque fois que moi, il m'a été amené de penser à quelqu'un que je n'ai pas encore vu, je me rends compte qu'il est préparé pour venir, que ce soit des personnes physiques ou des groupes. Alors donc, tous les Maliens sont mobilisés pour travailler pour l'armée, mais en dehors de ce que les personnes individuellement disent, j'ai été très très impressionné par le fait que les banques du Mali sont venues ici pour non seulement nous faire une donation de 200 millions de francs CFA, mais elles ont aussi dit qu'elles sont prêtes à nous faire ensemble une avance sans intérêt de 7 milliards de francs CFA, si nous en avons besoin. Ça, c'est ensemble. Mais individuellement, chacune d'entre elles est disposée. Mais aujourd'hui, nous avons suffisamment de ressources pour ne pas avoir, en tout cas, directement recours à cela. Il est fort probable que nous allons faire recours à cela plus tard, parce que lorsque nous aurons fini de conquérir le Nord, il faut reconstruire le Nord. Ça, ce ne sera pas une mince affaire non plus, mais nous avons les ressources. Sur un tout autre plan, l'association Cœur au féminin veut présenter le camp d'excellence ambassadrice Junior Imoa à la population malienne, raison pour laquelle elle a organisé une conférence de presse. Ce camp d'excellence, qui est à sa 3e édition, vise à promouvoir la culture de l'excellence et du leadership à la base. Compte rendu, Rachel Tessougué. La délégation malienne vient de remporter le premier prix du camp d'excellence ambassadrice junior UEMOA, un camp destiné à promouvoir l'éducation de la jeune fille dans l'espace UEMOA. C'est pour présenter ce camp au public malien que l'association Cœur au féminin a tenu à réunir la presse.
L'objectif de cette conférence de presse est de présenter les candidates maliennes, le prix qu'ils ont rapporté au concours au camp d'excellence ambassadrice junior de l'UEMOA et de lancer le camp d'excellence national qui doit se tenir au Mali au mois de septembre, le camp dénommé Amazon d'Afrique. Le camp d'excellence UEMOA concerne toujours les filles en CM2, en 6e, c'est sous-régional. Et nous organisons un camp national pour mieux préparer nos candidates à affronter le camp sous-régional. Il y a 3 disciplines. Il y a la présentation du Mali, il y a l'art oratoire et 3e, c'est la culture générale. Les 2 candidates ayant remporté le premier prix sont fiers d'avoir honoré leur pays. Ça m'a prouvé que j'étais encore meilleure et j'ai honoré mon pays. Je voulais honorer mon pays, je voulais aller de l'avant. Je suis très heureuse d'avoir rapporté ce prix. Au cours de cette conférence de presse, il a été également question du camp d'excellence tenu au Burkina Faso en 2010 et celui du Togo en 2011. Le camp d'excellence ambassadrice junior est une initiative de l'association Denise Shaw en partenariat avec l'UEMOA. Il est représenté au Mali par l'association Cœur au féminin. Culture album Folila du couple Amadou et Mariam a remporté la victoire de la musique du monde. C'était le week-end dernier à Paris devant un public en liesse. Folila était en compétition avec 3 albums africains. Un commentaire de Fatoumata Kone. Tous chanter ensemble. Est-ce que vous êtes prêts pour chanter? Après une première victoire en 2005 pour Dimanche à Bamako, le duo Amadou et Mariam remporte pour la 2e fois consécutive la consécration musique du monde. Cela à travers leur album Folila. Le couple aveugle a reçu le trophée ce vendredi au Zénith de Paris, un prix qui lui a été remis par un homme de culture non les moindres. Il s'agit de Youssouf Ndour, ministre de la Culture du Sénégal. C'était devant un public radieux, brandissant des papiers aux couleurs du drapeau malien. Folila était en compétition avec les chansons de 3 ténors de la musique africaine, à savoir Al de Boumsela, Talé de Salif Keita et enfin C'est ma vie chantée par Khaled. Folila signifie en bambara faire de la musique. C'est le 8e album d'Amadou et Mariam. Il a été enregistré sur 3 continents et regroupe plusieurs collaborateurs, dont Bertrand Katat. C'est l'ancien chanteur noir Désir qui a imprimé sa marque sur le disque. Il joue de la guitare et de l'harmonica. Folila a écouté à tout prix, surtout par ce temps qui court au Mali, pour au moins adoucir les esprits. Du bon rythme. Après la musique, place au sport. Les rideaux sont tombés hier sur la Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2013 avec le sac du Nigeria. Les Super Eagles ont battu 1-0 les étalons du Burkina Faso en finale. C'est le 3e titre de l'histoire du Nigeria avec ceux de 1980 et 1994. Seragatou Sissé. Le Nigeria est champion d'Afrique 2013 suite à son succès étriqué 1-0 sur le Burkina Faso. Un but de Sandemba à la 40e minute a suffi aux Super Eagles pour arracher l'or. Le buteur a déjà montré sa classe en offrant la qualification en demi-finale face à la Côte d'Ivoire. Après 1980 et 1994, le Nigeria remporte sa 3e couronne continentale. Les Super Eagles jubilent et savourent le plaisir d'une soirée triomphale au National Stadium de Johannesburg. Les victoires ont toujours un héros. Pour cette finale gagnée par le Nigeria, la vedette est le sélectionneur Stephen Keshi. 19 ans plus tard, Keshi pose pour la postérité le trophée en main, la médaille d'or au cou en tant que sélectionneur. Il rejoint au Panthéon une ancienne gloire, l'Égyptien Feu Mahmoud El Gouahri, vainqueur de la CAN en 1959 étant joueur et 1998 comme sélectionneur. Pourtant contesté avant de rallier l'Afrique du Sud, Stephen Keshi a fait taire ses détracteurs. Cerise sur le gâteau, le Nigeria représentera le continent à la Coupe des Confédérations en juin prochain au Brésil, dans la cour des grands. C'est tout simplement fabuleux. Les lampions de cette 29e CAN peuvent donc s'éteindre. L'Afrique du Sud a reçu le pari de l'organisation. Le flambeau a été transmis au Maroc pour l'édition de 2015.
Là également, il y avait de la musique, ils ont chanté et dansé. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 18h et 20h avec Ndeye Sissoko.